Vous êtes sur le podcast de Mappy Jauget ou Comment consulter en paix. Bonjour, bonjour. Pour ce nouveau thème, nous allons parler d'économie de marché et je vais essayer de vous expliquer en quoi elle impacte nos finances et donc notre pratique au quotidien. Et je vais l'évoquer sur plusieurs épisodes. Revenons au problème originel. Je suis orthophoniste, libérale, mère célibataire, parisienne. Ce combo gagnant fait que je ne boucle pas mes fins de mois depuis 7 ans. Enfin, j'ai une vie normale, quoi. Ma thèse est la suivante, c'est que, bien sûr qu'il serait plus simple de limiter mes frais. Ok. Ce serait plus simple de ne pas avoir de frais d'avocat ou de diviser mon loyer par 3. Alors, vous vous doutez que j'y ai réfléchi et je passe sous silence l'intrication juridique qui font qu'aujourd'hui, si je déménage ou si je remercie mon avocat, le risque, c'est juste que je perde la garde de ma progéniture. Donc, une fois qu'on va poser le postulat que je ne souhaitais pas l'abandonner, la dite progéniture, et du coup, ça veut dire que ces dépenses deviennent fixes dans le sens difficilement réductibles. Du coup, je m'oriente vers les recettes pour savoir comment les faire évoluer. Revenons à cette idée d'économie de marché. Ce qui pose problème dans ma situation, mais dans notre situation de médicaux et de paramédicaux, c'est que nos dépenses sont fonction d'une économie de marché. Je reviendrai après sur la définition de ce terme. Et nos recettes, elles, sont fonction de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et du coup, nos recettes se retrouvent hyper encadrées. Enfin, en tout cas, définies de manière suffisamment obscure. J'ai envie de vous poser la question. Si vous essayez de vous informer sur des thématiques type pourquoi est-ce que 2 actes sont rémunérés de façon différente? Ou alors si vous vous interrogez pourquoi l'AMO est-il à 2,50 € plutôt que tout autre montant? Qu'est-ce qui permet de définir ce niveau-là? Bon, clairement, je ne vous cache pas que ce sont des questions que je me suis posées et j'ai eu beaucoup de mal à obtenir réponse. Et d'ailleurs, je ne les ai toujours pas. Avis à vous, les confrères et les consoeurs, si vous avez la réponse, je suis preneuse. Revenons à nos moutons. En fait, l'idée, c'est qu'avec cette histoire de dépenses, fonction d'économie de marché et la recette encadrée, en fait, ça revient à vouloir faire rentrer un cercle dans un carré. Et ça, chers collègues, en termes d'encastrement, vous le savez, dès le plus jeune âge, on sait que ça ne rentre pas, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. L'objet, du coup, de l'épisode du jour, c'est de vous expliciter ce que j'ai acquis comme compétences en école de commerce et de vous dire en quoi ça me permet d'avoir une idée un peu plus claire aujourd'hui de ce qui se passe. Vous devez probablement vous demander, déjà, c'est quoi une économie de marché? J'y viens. Commençons par un exemple. L'année dernière, je consulte moi-même auprès de ma sage-femme qui me fait payer 11,24 €. Et puis la même semaine, je vois mon ostéopathe qui me demande 110 €. Non mais sans rien. Alors, je veux bien qu'il y ait une différence, mais ça fait pas sérieux. Il y a un écart de x10. Ça fait un taux horaire de 15 € de l'heure pour la sage-femme et ça fait un taux horaire d'à peu près 75 € de l'heure pour l'ostéopathe. Alors, bien sûr, vous vous doutez que la collègue sage-femme m'a fait le tiers payant. Donc elle m'a demandé de ne payer que la part mutuelle. Et quand même, en termes de ressenti, la première question que je me suis posée, c'est mais est-ce vraiment sérieux? En fait, j'ai eu un doute, un quart de seconde. Vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 2 actes, ils ont eu lieu à peu près dans la même temporalité, et payer une personne 10 fois plus que l'autre, je me suis dit qu'il y avait un problème quelque part. Soit j'avais trop payé chez l'ostéo, soit j'avais pas assez payé chez la sage-femme. Vous vous doutez de mon point de vue sur ce sujet-là. Allez, en termes de définition, revenons à cette idée d'économie de marché. Qu'est-ce que c'est qu'un marché? C'est un lieu, soit concret, le marché en bas de chez vous du dimanche où vous allez acheter vos fruits et vos légumes, soit un lieu plus abstrait, où acheteurs et vendeurs se rencontrent pour effectuer des échanges. Et j'insiste là-dessus, c'est la notion d'échange qui va faire qu'une offre rencontre une demande. Et si on arrive à se mettre d'accord, quand l'offre rencontre la demande, on communique, s'il le faut, on négocie comme des marchands de tapis, mais on définit un prix. Et c'est le prix
qui ensuite permet d'acter la transaction. Deux types d'éléments sont achetables, les produits et les services. Les produits, c'est quand vous achetez votre pain, votre ordinateur ou un appartement. Vous payez une somme et vous en procurez un bien, petit ou grand. Et puis quand vous achetez un service, vous achetez du temps, du jus de cerveau, de la compétence. Et donc ça donne des prestations comptables, par exemple, ou la prestation d'un huissier, d'un coach ou un billet d'avion. Donc il y a la différence entre le service et les produits, mais dans les deux cas, c'est vraiment cette idée que c'est l'offre qui rencontre la demande, et en fonction de ça, se détermine un montant. Nous, qu'on le veuille ou non, on est prestataire de service. En fait, ce n'est pas tangible. Vous êtes orthophoniste. L'intangibilité, ça vous parle bien. On sait bien qu'en euros, notamment, c'est plus difficile d'acquérir un vocabulaire sur tout ce qui est intangible que sur ce qui est tangible. C'est pareil dans les aphasie, c'est un lexique plus difficile à récupérer. Et notamment chez les enfants, les émotions sont à un niveau de vocabulaire particulièrement difficile à acter parce que c'est pas perceptible, c'est pas visible. Bref, qu'on le veuille ou non, à nouveau, nous, on produit une qualité de rééducation et donc on vend du temps, on vend une prestation de service. Et du coup, c'est toute l'idée que pouvait avoir la FOF dans un des communiqués de presse dont je vous ai déjà parlé, de dire on pourrait aussi rémunérer les orthophonistes autant. En marketing, dans les grandes entreprises, quand vous vendez du service, il y a deux manières de le vendre. Soit vous vendez un service de base, c'est-à-dire quelque chose d'accessible, le minimum requis. Par exemple, si vous voulez partir en vacances, vous louez juste la maison. Ça, c'est le service de base. Après, pour tout le reste, pour l'alimentation, les sorties, les cocktails, aller en boîte de nuit, vous paierez au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez commercialiser un service périphérique, c'est-à-dire le service de base auquel vous allez rajouter d'autres services annexes, connexes, et qui vont permettre la différenciation. Pour revenir sur mon exemple de vacances, si vous payez votre prestation en allant au Club Med, tout est inclus, c'est même leur principe. Vous allez payer la location du bien en termes d'immobilier, mais aussi l'alimentaire, les sorties, les loisirs, tout est inclus. Et en fait, en tant que consommateur, ça vous paraît une évidence. Vous faites bien la différence. Tout ça pour dire que l'économie de marché, en fait, c'est un terme générique pour parler de la loi de l'offre et de la demande. Et en fait, j'insiste sur ce terme de loi, parce qu'on adhère ou on n'adhère pas, mais c'est une règle. Et on vit dans cette règle-là au quotidien pour l'intégralité de nos achats. Et notamment quand on est parisien, cette loi de l'offre et de la demande, c'est elle qui fait que, à l'achat, certains biens immobiliers sont à 10, 13, 15 000 euros du mètre carré actuellement. Cette offre et cette demande, elles sont la source de toutes nos dépenses. Toujours dans cette économie de marché, qu'est-ce qui fait qu'un prix augmente ? Alors, soit vous avez un produit ou un service qui sont de meilleure qualité. Par exemple, si vous achetez vos sous-vêtements chez Obad ou chez Undies, vous avez la clairvoyance que normalement, vous n'êtes pas censé avoir la même qualité dans le produit. Une deuxième raison qui fait qu'un prix peut augmenter, c'est si votre offre diminue et que la demande augmente. Au début de la guerre en Ukraine, ça a été la problématique du gaz ou de la moutarde. Si les quantités de moutarde ne sont pas délivrées, les prix augmentent. Et puis sinon, il y a une troisième manière, c'est si le client est prisonnier. C'est ce qu'ont très très bien compris nos opérateurs de téléphonie. C'est que si vous êtes obligé, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus vivre ni sans internet, ni sans smartphone, du coup le prix des téléphones portables ou le prix des forfaits, forcément, ils vont augmenter à nouveau. Et alors nous, en face, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'était pour nos dépenses. Nos dépenses au quotidien sont dépendantes de cette loi du marché. Et nous, en termes de recettes, on est face à un AMO bloqué. Donc nous ne sommes dépendants ni de l'offre ni de la demande, parce qu'autant vous dire que, surtout chez nous, si le tarif de l'AMO était fonction de l'offre et de la demande, autant vous dire que ça aurait explosé depuis longtemps.
On n'est pas non plus fonction de l'emprisonnement du patient, entre guillemets, par rapport à la téléphonie, parce que certains patients ont un besoin réel d'orthophonie, et c'est pas pour autant qu'ils ont plus vite une place, ou c'est pas pour autant qu'ils paient plus cher. Et puis, on n'a pas le droit de faire en fonction de la qualité du soin promulgué, parce que notre article 18 de notre convention nous l'interdit tout simplement. Si vous mettez en place certaines compétences, si vous vous êtes formé, si vous utilisez une technique bien particulière et que vous en êtes convaincu et que vous y êtes formé et qu'elle est efficace, vous n'êtes pas autorisé à facturer plus cher. Alors, bien sûr que cet AMO, il a probablement une raison d'être à ce montant-là. Mais de mon point de vue, à moi, de libérale et d'indépendante, le niveau de l'AMO à 2,50, il me semble plutôt arbitraire et loin d'être transparent. En tout cas, pour revenir à mon introduction, il ne me permet à l'heure actuelle absolument pas de couvrir l'intégralité de mes dépenses. En termes de petits exercices pour vous aider à prendre conscience de tout ce que je viens de vous expliciter, je vais vous inviter à faire une liste. De lister tout ce que vous dépensez et qui, à vos yeux, vous semble équivalent à une fortune du fait de cette relation offre-demande dont je vous ai parlé, de cette loi de l'offre et de la demande, de cette économie de marché. Moi, aujourd'hui, je trouve que les smartphones valent une fortune. Je trouve ça abusé dans le poids que ça pèse dans mon budget. Je trouve aussi que l'immobilier à Paris devient inaccessible, voire risible. Quand en bas de chez moi, je vois certains biens qui dépassent le million. Je me dis, mais dans quelle société vivons-nous en fait? Qui peut s'offrir ça? Ça, ou mon dernier exemple, c'est vraiment les ordinateurs. Le jour où un de mes ordinateurs va lâcher, et aujourd'hui, j'ai pas la trésorerie pour le remplacer, tout simplement. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème, vous avez deux solutions. D'abord, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Sinon, vous pouvez me rejoindre pour une journée de formation en présentiel à Paris le 17 novembre prochain, la semaine prochaine, pour gagner plus en travaillant mieux. Est-ce possible? Pour les inscriptions, rendez-vous sur orthoptimiste.fr. Attention, clôture des inscriptions mercredi prochain, le 15 novembre à 14h. Bonne journée!